Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Elle n'a pas encore démarré, mais la Coupe du Monde de football 2022 est déjà championne de tous les paradoxes, pour ne pas dire de tous les scandales. Dernière en date, organisée au Qatar en avant-prochain de l'événement sportif de la FIFA, vient d'obtenir la certification ISO 2021. Cette distinction internationale est censée récompenser les systèmes de management responsables appliqués à l'activité événementielle qui intègrent, je cite, les principes du développement durable dans son ensemble environnemental, social, sociétal et économique, précise encore le certificateur. Alors évidemment, le PDG de Qatar 2022, lui, s'en est félicité. Il s'en félicite qu'une entité tierce valide ses pratiques d'un événement inclusif, dit-il, vert et axé sur l'héritage. Alors, il y a de quoi se poser des questions. Inclusif, le mot questionne, puisque je le rappelle, en avril dernier, l'organisateur de la Coupe du Monde a annoncé que quiconque hisse le drapeau LGBT à la Coupe du Monde sera arrêté pendant 7 ou 11 ans. Nous sommes ici dans un pays islamique, vous devez respecter notre religion de croyance et notre culture, avait dit l'organisateur. L'alcool et les embrassades seront également interdites. Et autre critère de la norme ISO qui questionne un événement vert, alors que vous le savez peut-être, ce stade sera entièrement climatisé, en plein milieu du désert. Peut-il vraiment être considéré comme vert ? Enfin, social, autre critère de cette norme ISO, faut-il rappeler que 2700 ouvriers qui ont trouvé la mort entre 2012 et 2018 sur les chantiers sur les chantiers des stades pour la Coupe du Monde. Alors voilà. Mais malgré ça, le Qatar reste un acteur omniprésent dans les échanges commerciaux comme dans les conflits militaires, des vestiaires du PSG au conflit syrien, jusqu'à la FIFA. Les Qataris sont partout et surtout tout le monde discute avec eux. Pas de sanctions, pas de, cette fois-ci, valeurs occidentales outrées ou autre chose qui arrive dans les pays un petit peu plus enneigés. Alors, comment expliquer ce pays de tous les paradoxes ? Pour en parler, nous sommes avec deux invités, puis Georges Malbruno nous rejoindra un petit peu plus tard. Jean-Pierre Marrondieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, entrepreneur, conférencier, écrivain et vous avez vécu l'emprisonnement pendant plus de 5 ans sans procès au Qatar. Nous vous avions reçu pour ce livre. Il y en avait deux d'ailleurs, Captifs, paru en 2013 aux éditions Les Nouveaux Auteurs et un Carcéré avec un Q comme Qatar aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Et dernièrement, vous avez publié un roman, Le hasard n'existe pas, aux éditions Echo. Et puis nous sommes également avec Emmanuel Razavi. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes grand reporter indépendant et ex-directeur de la rédaction du Field. Vous avez collaboré avec des rédactions telles que Arte, Figaro Magazine, Paris Match, M6. Et votre dernier livre est Grand reporter, confession au cœur des conflits. Et c'est aux éditions Bold, c'est bien ça ? C'est ça exactement, oui. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Emmanuel Razavi. Oui. Sur ce pays de tous les paradoxes, comment vous expliquez déjà que ce pays réussisse à imposer finalement tout ce qu'il souhaite sans que finalement personne ne trouve trop à redire ? Alors, c'est une bonne question. Déjà, je pense que c'est important, comme Jean-Pierre Marmondieu, que je connais, j'ai vécu au Qatar pendant quelques années en tant que journaliste, donc c'est un pays que je connais de l'intérieur. Et vous avez eu raison de rappeler que c'était un pays qui était extrêmement complexe. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et c'est le pays, de toute façon, de tous les excès. Je pense qu'il sera aussi intéressant d'y revenir. C'est-à-dire, malgré la loi islamique, malgré la charia, qui peut être très excessive, il y a aussi des excès en sens inverse. Oui. Et donc, c'est un pays aujourd'hui, je pense, auquel on pardonne tout simplement, parce que c'est un pays qui est riche. C'est un pays qui est arrivé, de toute façon, avec ses pétrodollars en Occident depuis des années, qui a investi de façon conséquente quand même dans de nombreux pays. La France n'est pas d'ailleurs le pays dans lequel le Qatar, pas le pays d'Europe dans lequel le Qatar a le plus investi, mais néanmoins, le Qatar, on le sait tous, ils ont le PSG, ils sont arrivés avec quand même une vraie force, je dirais, de frappe financière. Ils reçoivent au Qatar aussi des entreprises françaises aujourd'hui, depuis maintenant des années, qui participent à la construction du Qatar, qui participent aussi à l'aménagement, à la préparation en fait de cette Coupe du Monde. Donc c'est un marché, pour ne pas dire un supermarché. Et puis par sa position géographique, le Qatar, c'est aussi un interlocuteur. On l'a vu avec le dossier afghan à l'été passé. C'est un interlocuteur diplomatique extrêmement important. Oui, parce que rappelons que dans le dossier afghan, ils ont été les premiers interlocuteurs des talibans.
notamment. Et pour cause, je pense que Jean-Pierre vous le dira comme moi, puisque nous avons vécu à Doha et que nous avons vu les talibans à Doha, je vous parle de ça il y a des années, qui avaient leur représentation et que Doha, enfin le Qatar, est devenu, si vous voulez, l'intermédiaire entre les Américains et les talibans. Moi, j'ai moi-même vu des rencontres entre des diplomates américains et des responsables talibans. À l'époque, c'est dans le cadre d'une négociation qui devait permettre en fait la libération d'un sergent américain qui avait été pris en otage par les talibans, et puis tout ça a débouché évidemment sur des négociations concernant la libération en échange en fait de ce soldat, de ce sergent américain, sur un échange entre 5 dignitaires talibans qui étaient retenus par les Américains et ce soldat. Jean-Pierre Marronju, pour cette première question, pour rentrer un petit peu dans le sujet, comment vous expliquez-vous? Est-ce que ce sont les pétrodollars, finalement, sa richesse tout simplement, qui permet au Qatar certains excès qui ne seraient pas forcément autorisés ailleurs, ou qui lui permet d'être organisatrice de la FIFA et en même temps d'imposer ses valeurs très fortement islamiques, homophobes, etc. Bon, alors, merci déjà de me donner la parole. Moi, je vais être moins consensuel qu'Emmanuel Razavi. Il n'y a pas de paradoxe au Qatar. Le paradoxe, il est plutôt dans notre perception du Qatar. Le Qatar est un pays féodal qui régit sous des procédures tribales. Et pour eux, il est tout à fait normal d'avoir des esclaves, d'acheter ce que l'on veut. Donc, ils sont parfaitement droits dans leurs sandales, j'allais dire, sur leur façon d'exercer cette nouvelle richesse. Parce que bon, le Qatar, ça date de 50 ans. Le paradoxe vient plutôt de notre perception à nous et de la façon dont on est prêt à tout pour quelques dollars. Alors, quand je dis quelques dollars, on parle de milliards. Il faut bien comprendre que le Qatar arrose les pays occidentaux. Quand je dis arroser, c'est arroser les décideurs, les politiques, quelle que soit leur obédience. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister en tant que président de l'Union des Français à l'étranger à des transactions entre des députés, des sénateurs, des ministres, des hommes d'affaires français qui feraient frémir et rougir Marianne. Donc non, quand on dit que le Qatar a une pression financière sur l'Occident, c'est non seulement très vrai, mais c'est surtout une pression de l'ordre de la corruption. Et il ne faut pas parler d'échanges économiques, il ne faut pas parler de développement industriel, il faut parler purement et simplement d'intérêt personnel. Deuxième point sur lequel je voudrais soulever, vous devriez citer le nom du certificateur ISO 2021, puisque j'ai été moi-même certificateur pour plusieurs bureaux. Et le problème vient encore, là, on parle de la Coupe du Monde du Qatar, mais on oublie et on fait semblant d'oublier que cette Coupe du Monde a été achetée par le Qatar. Bien sûr. Et la FIFA étant probablement l'organisation la plus corrompue du monde, il faut pas s'en étonner. Et la raison pour laquelle on est très, très, très gentil avec le Qatar, c'est que plus personne ne peut parler. Ils ont des dossiers sur tout le monde. Et les journalistes, comme les hommes politiques en France, ont mal un petit peu à leurs finances quand on parle du Qatar. D'accord. Non, mais ça, c'est très intéressant. En effet, j'allais arriver sur les corruptions de la FIFA par le Qatar, bien connu sous le nom de Qatar Connection, où on considère que le Qatar s'est clairement offert la Coupe du Monde 2022 par la corruption, par des valises de billets. Alors, je ne connais pas le nom, en revanche, du certificateur de ISO, de la norme ISO 2021. Vous avez peut-être quelque chose à nous dire de ce côté-là ? Il en existe 5 au monde, donc un Américain, un Français, un Anglais et un Norvégien. Donc à partir de là, je recommande aux auditeurs de fouiller un petit peu, et j'ai bien peur que la découverte du certificateur ne nous fasse pas très plaisir.
D'accord, écoutez, je vais peut-être demander à mes équipes de chercher ça d'ici la fin d'émission. Et Emmanuel Razavi, donc selon vous, peut-être vous souhaitez répondre à Jean-Pierre Marron-Jus, on est sur, vous êtes d'accord, corruption? Parce qu'on sait aussi qu'il y a du mécénat, que les Qatars sont très forts en mécénat, qu'ils sont très forts en contrats commerciaux. Vous, Jean-Pierre Marron-Jus nous dit, ce n'est pas ça, la vérité, c'est la corruption. Vous pensez que c'est plus complexe que cela, Emmanuel Razavi? Non, mais d'abord et d'une, je pense que c'est plus complexe que ça, mais là où je partage effectivement l'analyse de Jean-Pierre, c'est que, si vous voulez, les contrats commerciaux n'empêchent pas la corruption. Bien sûr. Et que le Qatar, il suffit d'y vivre pour savoir que c'est un État qui est corrompu en fait à tous les étages. En clair, brûler un feu rouge au Qatar, ça commence là en fait. C'est, je crois, de mémoire, c'est très très cher. En l'occurrence, il suffit que vous donniez un billet de $10 en fait aux policiers et qui vous arrêtent. Et vous passez, donc la corruption, elle commence déjà là, c'est évident. Oui, bien sûr, cette Coupe du Monde, on le sait tous, elle a été pour le moins, les conditions dans lesquelles elle a été donnée au Qatar, quand même, sont pour le moins ambiguës. Et évidemment qu'il y a eu de la corruption. Mais encore une fois, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et évidemment, moi, mon métier en fait de journaliste, je m'intéresse à la géopolitique, c'est qu'on ne peut pas ignorer ce que représente en fait cet État, ce micro-État, si vous voulez, sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique, mais ne serait-ce simplement que par rapport à sa géographie. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un pays qui est proche de l'Arabie Saoudite, qui est proche en fait de l'Iran, des Émirats Arabes Unis. Donc, vous comprenez bien que le Qatar serait pas revenu en fait sur le devant de la scène, sachant tous les excès en fait dont il est capable. Je fais encore une fois référence au dossier afghan l'an passé, si c'était un pays qui comptait en fait pour du beurre. Et évidemment en fait qu'il compte à la fois géographiquement, géostratégiquement, et bien sûr aussi pour des raisons financières. Mais et c'est pas du tout être consensuel que de le dire, c'est une réalité en fait qui est une réalité géopolitique. Et voilà. Mais encore une fois, ça n'empêche absolument pas que je sois d'accord avec Jean-Pierre Marron-Jus sur le fait que c'est un État qui est corrompu à tous les étages, de toute façon, de son administration. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'on l'a tous vu, et tous les gens qui ont vécu au Qatar ont vu la corruption, en fait, à tous les étages. En tout cas, tous les gens qui ont pu avoir accès à des postes de responsabilité, ou en tout cas au cadre de dirigeants. En permanence, on est en train d'essayer de vous corrompre, en fait, au Qatar. C'est dans la mentalité, de toute façon, du pays. C'est un État qui s'est constitué comme ça, donc je crois qu'on se rejoint complètement, si vous voulez, avec Jean-Pierre là-dessus. C'est dans la sociologie, si vous voulez, de ce pays qui est composé de clans, de tribus, en fait, et qui n'est régi, en fait, que par un système. Alors, il y a une constitution au Qatar, évidemment, il y a même un parlement, mais c'est un pays qui n'est régi que par le système en fait tribal et une façon de penser qui est tribale. C'est le principe un petit peu de la razzia. Donc quand ils viennent par exemple faire des investissements effectivement en Europe, faire du business en Europe, ils viennent avec cet état d'esprit. Il faut avoir vécu la sociologie qatari, comme on l'a vécu je pense avec Jean-Pierre, pour le comprendre. Et je pense qu'effectivement il y a une déformation en Occident de ce qu'est ce pays-là, parce qu'on le voit, je dirais, à travers nos propres yeux, oui, bien sûr, notre prisme, alors que c'est pas du tout ça. Eux nous voient avec le leur, mais en plus avec leur puissance financière, et c'est ce qui fait en fait aujourd'hui qu'ils ont une puissance de feu très importante qu'à mon sens, ils ne devraient pas avoir. Alors, on va parler de géopolitique, puisque c'est également un volet qu'il faut absolument aborder avec le Qatar, et notamment aujourd'hui, sa production de GNL, et avec la guerre en Ukraine, c'est quand même l'un des grands gagnants, je pense, le Qatar. On va en reparler dans quelques instants avec Georges Malbruno également, qui nous rejoint, mais il est 8h02, je suis un petit peu en retard. Je me tourne vers Emmanuel Noël pour faire un rapide point sur les informations. Ligne droite. Les reporters croupissent en prison. Ces maladroits ont mal choisi leurs questions. La table ronde. Et pour cette table ronde, j'ai toujours le plaisir d'être avec Jean-Pierre Marron-Jus, ingénieur, entrepreneur, conférencier, écrivain, emprisonné pendant plus de 5 ans, sans procès, rappelons-le, au Qatar, auteur de Captifs aux éditions Les Nouveaux Auteurs, Incarcéré avec un Q aux éditions Les Nouveaux Auteurs, et dernièrement Le hasard n'existe pas aux éditions Echo. Jean-Pierre Marron-Jus qui disait que pour lui, le Qatar était le pays de toutes les corruptions. Nous sommes également avec Emmanuel Razavi, grand reporter indépendant. Vous avez vécu, vous aussi, Emmanuel Razavi, 3 ans, c'est ça, à Doha. Et votre dernier livre, enfin vous en avez plusieurs, Qatar, Vérité interdite aux éditions de l'Artilleur. Et puis Grand reporter, Confession au cœur des conflits aux éditions Bold. Et puis vous disiez sur le Qatar que c'était plutôt le pays de tous les excès. Et désormais je me tourne vers Georges Malbruno qui nous rejoint également. Bonjour Georges Malbruno et merci d'être avec nous.
Bonjour. Vous êtes journaliste français, spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien, grand reporter au Figaro, auteur de nombreux livres sur le Qatar. Qatar, les secrets du coffre-fort, écrit avec Christian Chesneau aux éditions Michel Lafon. Nos très chers émirs, toujours avec Christian Chesneau aux éditions Michel Lafon. Le déclassement français, Élysée Quai d'Orsay, ou DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique, toujours avec Christian Chesneau et toujours aux éditions Michel Lafon. Alors, Georges Malbruno, je vais vous donner la parole. On a d'abord abordé les systèmes de corruption, notamment du Qatar. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde aussi sa place géopolitique. Il se trouve que les dernières actualités également de ce côté-là, bon, avec évidemment cette Coupe du Monde, mais la guerre en Ukraine donne au Qatar un rôle encore plus important avec celui de la production du GNL et du gaz qui va devenir de plus en plus nécessaire pour nous autres, puisque nous fermons le robinet russe. Effectivement, le Qatar est courtisé à l'occasion de cette crise en Ukraine, parce que le Qatar est un des principaux producteurs mondiaux de gaz, et donc le Qatar est à la fois, vous y avez probablement fait allusion, un peu sulfureux, mais il est incontournable. On l'a vu, on le voit dans la crise ukrainienne, où Emmanuel Macron a reçu à dîner le Cheikh Tamim, l'émir du Qatar, et lui a demandé effectivement de remplacer le gaz, d'ouvrir les vannes pour remplacer le gaz russe. On l'a vu dans la crise afghane l'an dernier, où le Qatar a été le point de passage obligé pour l'évacuation de nos ressortissants des binationaux. Le Qatar qui avait de bonnes relations avec les talibans, qui avait accueilli les talibans. Donc, on l'a vu aussi dans les épisodes guerriers entre Israël et le Hamas. Le Qatar a des relations avec des pays ou des organisations avec lesquelles nous ne parlons pas. Alors, évidemment, ça pose le problème de ce que certains appellent le double jeu du Qatar, mais il sait se rendre incontournable. Et on l'a vu encore hier ou avant-hier, je l'avais écrit moi il y a quelques semaines, le Qatar accueille cette semaine, ces jours-ci, Américains et Iraniens pour essayer de relancer l'accord nucléaire. Donc voilà, ce petit pays a une diplomatie extrêmement agile, extrêmement efficace, qui le rend encore une fois incontournable dans la plupart des crises qui agitent notre planète. Oui, c'est très intéressant ce que vous nous dites, sulfureux mais incontournable. C'est un petit peu la même chose dans le soft, là on parle de géopolitique, mais dans le soft power également, c'est-à-dire que même si parfois ça pique un peu, on accepte malgré tout les dollars ou les contrats avec le Qatar. Je me tourne vers Jean-Pierre Marron-Dieu et Emmanuel Razavi pour réagir à ce que vient de dire Georges Malbruno. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Marron-Dieu ? Alors oui, absolument incontournable, bien évidemment, d'autant que la position du Qatar dans la géopolitique internationale fait partie d'une stratégie qui a été établie il y a plus d'une quarantaine d'années déjà. Pourquoi ? Quand on parle de l'Ukraine, il ne faut pas oublier que tout tyran et fou furieux qu'est Vladimir Poutine, il a été provoqué jusqu'à ce qu'on obtienne une réaction. Cette réaction, elle était liée déjà à l'approvisionnement du gaz russe en Europe, et le Qatar fait partie de cette stratégie globale qui remonte à très loin. Donc incontournable, non pas par sa diplomatie, c'est là où je rejoins pas Georges Malbruno, mais plutôt par le fait que c'est un pion sur un échiquier qui a un rôle à jouer. Attendez, si je vous comprends bien, vous suggérez qu'il y avait déjà dans la stratégie du Qatar et peut-être d'autres alliés l'idée de détourner le gaz russe pour que le gaz du Qatar, mais notamment le gaz américain, le GNL américain, soit mieux vendu. On est bien d'accord? Absolument. De toute façon, la crise ukrainienne et tout ce qui en découle, on peut remonter avec la Syrie et la Libye, c'est une stratégie américaine. Et l'OTAN est un organisme américain, et vouloir croire autrement, à mon avis, c'est avoir beaucoup de naïveté ou alors beaucoup de complaisance. Et le Qatar, peut-être là je me tourne vers vous autres aussi également, Georges Malbruno et Emmanuel Razavi, on est bien d'accord, le Qatar est un partenaire privilégié des Américains.
Écoutez, moi je partage vraiment à 100% ce que vient de dire Georges Malbruno. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que je me souviens que lorsqu'il a sorti son livre avec Christian Chesneau sur le coffre-fort du Qatar, il circulait à Doha sous le manteau. Les journalistes, nous n'étions pas les derniers d'ailleurs à le faire circuler parce que justement, je pense qu'il a très bien percé ce qu'était en fait ce qui est assez rare parce que vous, contrairement à nous, vous n'y avez pas vécu. Vous y êtes venu en fait en tant qu'enquêteur, en tant qu'envoyé spéciaux. Et je pense qu'ils ont très très bien percé ce qu'était aujourd'hui la réalité du Qatar, où depuis des décennies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même une plateforme, si vous voulez, diplomatique, stratégique. Et Jean-Pierre parlait à l'instant en fait de l'histoire du gaz. Ça date pas de la guerre d'Ukraine, si vous voulez. Enfin, le gaz, d'abord, on pourrait y revenir longuement, mais les champs gaziers qataris sont partagés avec les Iraniens, donc ça amène à d'autres questions en fait géopolitiques. Et comme disait Georges Malbruno, si vous voulez, on se sert du Qatar parce que le Qatar parle avec des gens avec lesquels nous avons, nous, aujourd'hui, l'impossibilité de parler. Encore une fois, moi, je reviens encore à ce qui s'est passé au mois d'août dernier, en fait, à Kaboul. On était bien content, malheureusement, de trouver le Qatar pour pouvoir aller discuter, en fait, avec les responsables talibans. Et pour cause, comme je vous l'expliquais, les talibans avaient eu leur délégation, en fait, à Doha depuis... Moi, j'étais en 2011, 2012, jusqu'à 2014. Ils y étaient déjà, si vous voulez. Ils négociaient déjà, en fait, avec les Américains à cette époque-là. Donc, il faut bien comprendre que oui, bien sûr, c'est un État en fait qui est corrompu. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est en même temps un État, comme disait, je crois, je ne vais pas paraphraser mon confrère Georges Malbruno, mais c'est un État qui est incontournable dans le cadre de la diplomatie en fait au Moyen-Orient. Et je terminerai en fait sur une chose. Ça m'intéressait d'avoir aussi l'avis de Georges Malbruno là-dessus, c'est que le Qatar a misé dans sa stratégie en fait diplomatique aussi depuis des décennies sur l'organisation en fait islamiste des frères musulmans, qu'elle a utilisé, si vous voulez, comme le contre-pied, si je puis dire, en fait, de ce qu'était le wahhabisme, parce qu'il y a le Qatar est wahhabite avec une forte tendance pro-saoudienne, et les frères musulmans, pour les dirigeants qataris, ont beaucoup incarné une forme d'islamisme, entre guillemets, en phase avec le progrès, j'entends avec le progrès technologique, évidemment, et a beaucoup misé là-dessus aussi dans le cadre de son soft power à travers le Proche et le Moyen-Orient. Et donc, ils ont tissé en fait des réseaux, des liens qui sont extrêmement importants et qui font là encore, vous parliez tout à l'heure du Hamas, mais qui font là encore en fait, qui sont devenus incontournables. Donc on ne peut pas résumer, et je suis le premier à l'avoir écrit dans mon livre Qatar Vérité Interdite, que le Qatar était un État corrompu, mais on ne peut pas juste se limiter à ça parce qu'il y a des réalités géopolitiques, géostratégiques qui se rappellent à nous, évidemment. Alors, Georges Malbruno, je vous laisse répondre à Emmanuel Razavi, puis je vais vous rajouter une question derrière. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il faut. Il faut bien comprendre que c'est vrai que le Qatar, on dit souvent, on avait dit, quand on avait sorti d'ailleurs notre premier livre en 2013, le Qatar rachète la France. Non, il rachète pas la France, il n'achète pas les États-Unis, il achète de l'influence. Il achète de l'influence dans l'industrie, il achète de l'influence chez les politiques, il achète de l'influence dans les médias, etc. Et c'est là où ce petit pays, qui est quand même minuscule, c'est à peine 300 000 autochtones, c'est quand même extraordinaire. Nous, c'est ce qu'on dit d'ailleurs rien eux-mêmes lorsqu'ils nous tensent un petit peu, notamment lorsqu'on a écrit Qatar Papers, où là on a montré leurs investissements en Europe en matière religieuse qui sont quand même assez pernicieux et assez dangereux. Le Qatar, c'est une success story. Qu'on le veuille ou non, c'est une success story. Il y a 50 ans, c'était un village de pêcheurs de perles. Aujourd'hui, c'est un acteur mondial avec 300 000 personnes. Dans cette success story, il y a 20% de zone grise qui est, comme ça vous l'avez probablement dit, effectivement, cette tentation, et cette plus que tentation, effectivement, d'acheter beaucoup de gens. Mais enfin, vous savez, acheter la corruption, c'est comme le tango, il faut être deux. Il y a quelqu'un qui donne et il y a quelqu'un qui reçoit. Mais cette zone grise, c'est effectivement cette propension peut-être à acheter, on l'a vu encore avec les révélations du Sunday Times, plusieurs millions d'euros ou de livres sterling qui ont été donnés au prince Charles, mais c'est aussi surtout ces relations avec la mouvance islamiste, djihadiste parfois, et la façon dont ils conçoivent leur interférence comme de manière exclusive. On l'a vu en Libye, où les Qatariens ont joué la carte frères musulmane, aux grandes dames d'ailleurs de leurs alliés, y compris et amis Nicolas Sarkozy. Donc voilà, il y a cette zone grise-là. Mais c'est un pays qui, lorsqu'il est en crise, en 2017, ses voisins
ont voulu l'étrangler financièrement, économiquement. C'était quand même un embargo extrêmement sévère. Et alors, ils s'y sont très mal pris, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et finalement, le Qatar a réussi à gagner cette guerre qui lui était imposée. Et je me souviens d'avoir une conversation lorsque j'avais accompagné Emmanuel Macron en décembre 2017 à Doha, lorsqu'il a signé les premiers contrats sous sa mandature, sous sa présidence. Et je dînais avec un proche de l'émir, un membre du Dewan, et je lui disais « Bravo, vous êtes très fort quand même », parce que, y compris Emmanuel Macron, vous avez tensé avant son élection, les Américains aussi, Donald Trump, et 6 mois après, ils avaient déjà réussi à se sortir du mauvais pas. Et cette personne m'a répondu « We interest partners in business ». On intéresse nos partenaires au business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez Donald Trump ou Emmanuel Macron qui vient à Doha ou qui tense les Qatariens viennent à l'Élysée ou à Washington, ils vont à Washington et disent écoutez, on a X milliards de dollars de contrats en négociation. Si vous vous calmez, eh bien on les négocie. Si vous calmez pas, eh bien on signera avec d'autres. Et donc c'est cette capacité qu'a le Qatar aujourd'hui, grâce à cet achat d'influence qu'il a fait. Si aujourd'hui il y a une crise entre le Qatar et la France, l'émir Tamim va aller voir Emmanuel Macron et va lui dire écoutez, nous on va se retirer d'un certain nombre d'investissements. Oui, donc on a partie liée avec ce petit pays pour en général dans des causes qui sont tout à fait louables, et parfois eh bien on l'utilise effectivement parce qu'il nous rend service. Lorsqu'il y a des prises d'otages, il paie des rançons, et lorsqu'il faut négocier avec les talibans, lorsqu'il faut parler au Hamas, etc. Il est dans ces zones un petit peu grises, comme vous disiez. Non, j'ai une question à ce sujet, Georges Malbruno. C'est très intéressant. Donc la position du Qatar qui joue sur ce fil, en effet, à parler avec des interlocuteurs avec lesquels nous refusons de parler, nous bouchons le nez, mais eux peuvent le faire en intermédiaire, c'est plus propre, voilà. Mais ça pose une question sur notre stratégie finalement géopolitique et notre façon de faire. Et puis là, dernièrement, avec cette histoire des BRICS, hier, l'annonce de la demande d'adhésion de l'Argentine et de l'Iran, qui montre que finalement ce monde est ou devient de plus en plus multipolaire, qu'on ne le veuille ou non, et que finalement cette stratégie qu'on a, chez nous, occidentaux, d'appliquer nos valeurs occidentales et de se boucher le nez face à des valeurs qui ne nous correspondent pas forcément. Je pense notamment la Russie, pour reprendre la Russie. On parle des valeurs réactionnaires, homophobes de la Russie. Pourquoi on parle de l'homophobie de la Russie, pas celle du Qatar dans ce cas-là? C'est intéressant. Pourquoi on se bouche le nez pour certains et pas pour d'autres? Non, mais on en parle, mais le Qatar est à la fois, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, à la fois un allié et un client. Et donc, parfois, il est plus allié, parfois, il est plus client. Lorsqu'on a à faire des affaires, eh bien, il est plus client, et donc, on se tait un petit peu. Et lorsqu'on a besoin de cet allié, voilà. Donc, si vous voulez, le Qatar aussi, il faut bien voir, Emmanuel et Jean-Pierre ont vécu là-bas, sont polygames. Donc, ça veut dire qu'ils ont plusieurs alliés. Ils aiment bien la France, mais ils aiment bien les États-Unis, ils aiment bien la Russie, ils aiment bien la Chine, etc. Là, et les Qatariens sont des Wahhabites, ne sont pas des Français. Mais est-ce que c'est pas une leçon de géopolitique pour nous, finalement? On devrait peut-être arrêter de regarder de faire de la géopolitique avec des valeurs, mais peut-être tout simplement avec de la réelle politique, comme eux le font, mais comme d'autres le font. Il me semble, moi c'est ce que je prêche, si vous voulez, on peut pas effectivement. George Bush a voulu exporter ses valeurs en Irak en 2003. On a essayé, nous, un peu par la force, de les exporter en Libye et ailleurs. On a vu ce que ça a donné. Donc, je pense, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a compris. Et de ce point de vue-là, il faut dire qu'Emmanuel Macron, vis-à-vis du Qatar, est beaucoup plus dur que ses prédécesseurs, qui étaient, en particulier l'un d'entre eux, dans une complaisance assez forte à l'égard de ses dirigeants. La relation n'est pas très bonne entre Emmanuel Macron et Cher Tamim, parce qu'il y avait l'islam politique en France, l'alliance turco-qatarienne et d'autres. Et donc, il y a mis un petit peu le holà. Il a clairement posé les problèmes à Cher Tamim sur la table. Cela étant, comme vous dites, le Qatar est un allié important, économique et industriel, dont on peut difficilement se passer. Alors, je vais donner la parole sur ce sujet à Jean-Pierre Marron-Dieu, puis Emmanuel Razavi pour finir. Alors, oui, bien sûr, tout ce qui vient d'être dit est frappé au sceau du bon sens. Il faut quand même pas occulter le rôle des États-Unis
dans la promotion du Qatar. Alors une success story, oui, mais encore une fois, une success story qui a été complètement téléguidée et managée par les États-Unis. Pourquoi ? On assiste à la privatisation des armées, à la privatisation de l'économie, à la privatisation du développement industriel, et on assiste aussi à la privatisation de la diplomatie. Le Qatar est utilisé comme une passerelle avec tous ces gens avec qui on ne veut pas, pour des raisons éthiques, entre guillemets, parler, mais c'est le Qatar qui nous permet de faire ce lien. Alors, effectivement, avec Emmanuel, on évoquait le nombre de persona non grata en Occident que nous avons rencontrés au Qatar, c'est effrayant. Dans les rues du Qatar, vous côtoyez un petit peu de tout, des talibans, du Hamas, de toutes les organisations terroristes au monde, mais c'est une volonté occidentale. Autre chose, la sémantique est très importante. On a dit beaucoup depuis ce matin que le Qatar était corrompu. Absolument pas. Le Qatar est corrupteur. Et ça change toute la perspective. Voilà ce que je voulais dire. Autre chose, le seul endroit où la France peut négocier au Moyen-Orient, c'est au Qatar. L'Arabie Saoudite, c'est américain. Les Émirats, c'est anglais. Et le seul passerelle que nous a laissé les États-Unis, c'est le Qatar. Donc, bien qu'Emmanuel Macron, dès sa première allocution, a stigmatisé le Qatar, il est obligé et tenu de continuer les relations établies par les prédécesseurs, plus que complaisants, comme disait Georges tout à l'heure. J'ai l'impression que Georges Malbruno n'est pas tout à fait d'accord, mais bon, on va commencer par donner la parole à Emmanuel Razavi. C'est l'intérêt du débat. Oui, bien sûr. Emmanuel Razavi, pour commencer. Non, mais moi, j'entends tout à fait, en fait, ce que dit Jean-Pierre, qui connaît extrêmement bien, encore une fois, le Qatar, je le sais. Mais en revanche, moi, je me reconnais beaucoup plus dans les propos, en fait, dans ce que j'entends de Georges Malbruno. Non pas parce que nous sommes confrères, mais parce que je pense que nous avons compris qu'il y avait une dimension géostratégique et géopolitique, si vous voulez, du Qatar, qui était incontournable aujourd'hui pour plusieurs puissances occidentales, parmi lesquelles la France, même si, et je rejoins là aussi Georges, même si Macron, dès son arrivée au pouvoir, quand même, a dit qu'il serait moins complaisant que Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer. D'accord ? Et concrètement, je pense qu'il a été beaucoup moins complaisant. Après, vous avez une réalité. On parlait de diplomatie. Mais il y a la diplomatie économique aussi. Il y a la diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie des contrats. Quand vous vendez des rails, des avions, des métros, etc. à un pays à un moment donné, il est tout à fait en fait en capacité ou en droit de dire écoutez, moi j'ai plus envie de travailler avec vous si vous n'acceptez pas mes conditions. On l'a vu dans le dossier. Moi j'ai beaucoup enquêté sur les frères musulmans depuis une vingtaine d'années, y compris sur l'influence en Europe. On retrouve beaucoup en fait le Qatar, ce que disait Georges, derrière eux. Et bien évidemment, ils ont été très très protégés au nom de cette diplomatie des contrats. Notamment. Mais après, il faut savoir, lorsqu'on a envie de libérer en fait un otage, si on considère qu'on fait un bras d'honneur en fait à un État aussi corrompu et corrupteur soit-il, parce qu'il est les deux, Jean-Pierre, à la fois, c'est aussi un État extrêmement corrompu, on l'a vu en fait de l'intérieur, je pense, toi comme moi, est-ce qu'on s'en passe ou pas ? Or, il y a un principe de réel politique qui veut qu'à un moment donné, un État, parlons de la France, a besoin de relais, y compris chez des gens qui sont plus ou moins fréquentables, parce que pour le coup, on n'a pas classé en fait le Qatar dans le camp des pays infréquentables, puisqu'on entretient des relations diplomatiques avec lui, et que bien évidemment on le fait parce qu'on est aussi conscient en fait de sa puissance stratégique, de son soft power, pas qu'à travers en fait le sport en fait ou la culture, mais de son soft power, je dirais, y compris dans les milieux les moins fréquentables. Et aujourd'hui, très clairement, je pense que nos diplomates en ont au moins autant conscience que nos hommes d'affaires. Je voudrais, pour finir, revenir finalement pour boucler la boucle. Je ne vous entends plus. Alors pour finir cette table ronde, nous allons revenir sur le début, le point de départ de cette table ronde, c'est-à-dire la Coupe du Monde au Qatar dans plusieurs mois, qui sera, Georges Malbruno, vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous exprimer à ce sujet, finalement autant une victoire géopolitique que une victoire de l'influence, voire de la corruption du Qatar.
Oui. Alors pour l'instant, c'est une victoire. L'octroi de la Coupe du Monde au Qatar, ça a été une formidable victoire pour Doha, pour le cher Hamad, l'émir père. Après, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment va se passer cette Coupe du Monde, parce que le Qatar a un certain nombre de défis à régler, en particulier le défi culturel, c'est-à-dire tout ce qui touche à la gestion des hooligans, la gestion des prostituées, la gestion de la sécurité, et donc la gestion aussi des spectateurs. Et là, je crois que on n'est pas à l'abri de surprises. On a bien vu déjà lorsque, vous savez, sur ces histoires il y a eu une dépêche qui est sortie, ou des informations qui sont sorties il y a une dizaine de jours sur l'impossibilité de relations sexuelles entre hommes et femmes lorsqu'ils ne sont pas mariés. Donc, ça va poser quand même quelques problèmes, et ça va poser des problèmes au Qatar, parce que le Qatar, comme ça a été dit, est un pays wahhabite, c'est un pays ultra conservateur, et donc, mais encore une fois, et cher Tamim l'émir l'a bien dit, nous n'allons pas changer notre culture pour le plaisir de vous faire faire plaisir. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir le monde et la presse et les observateurs vont scruter la manière dont le Qatar va gérer, je dirais, ce défi culturel, et ce sera intéressant de voir comment ils vont s'en sortir. Et puis encore une fois, pour nous, c'est une drôle de leçon, puisque nous n'arrivons pas, j'ai l'impression, en France, à imposer nos propres règles dans notre pays. Voilà, un pays en tout cas qui est qu'on aime ou pas sa façon de penser, droit dans ses bottes. En tout cas, on va finir, Jean-Pierre Baron-Dieu et Emmanuel Razavi, sur cette question sur la FIFA. Qu'est-ce que vous attendez de la FIFA, non, de la Coupe du Monde, pardon. Qu'est-ce que vous attendez de la Coupe du Monde? Alors, ce que j'attends de la Coupe du Monde, c'est la réaction des pays dits démocratiques qui ne peuvent pas, en termes d'éthique sportive, accepter la réalité de l'octroi de cette Coupe du Monde. On le sait, elle a été achetée, et tous les journalistes sportifs aujourd'hui ont admis le fait, et en disant on va quand même couvrir l'événement. Donc je comprends en termes de politique. Moi, je ne regarderai pas, alors que je suis un fou de foot, je ne regarderai pas la Coupe du Monde au Qatar, c'est parfaitement clair. Maintenant, en ce qui est comment va s'organiser le Qatar, j'ai vécu plusieurs événements, dont les Jeux asiatiques, dont la Coupe du Monde d'athlétisme au Qatar. Ils vont gérer, parce qu'ils sont entourés de très grands professionnels, pour la plupart américains, anglais, français ou italiens, qui vont gérer ça. C'est l'aspect justement wahhabite et conservateur qui va poser des questions, et les journalistes qui vont chercher la petite bête dans un état où on sait très bien que les homosexuels sont emprisonnés, voire exécutés. Alors vont-ils chercher la petite bête? C'est aussi la question qui va se poser. Voilà, mais il y a une espèce d'hypocrisie journalistique qui est de se focaliser sur quelque chose que l'on connaît déjà, qui est en cours actuellement, sous le fait de la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde est illégitime, et je crois que si on a une éthique, il faudrait d'abord parler de la corruption dans le sport, et la FIFA, alors j'ai dit tout à l'heure que c'était l'organisme le plus corrompu au monde, et c'est une réalité. C'est aussi une puissance économique énorme. Le football, faut bien comprendre que c'est pas aussi fort que le gaz qatarien, mais c'est une source de revenus énorme. Donc voilà, il y a le paradoxe en fait dont on évoquait en début d'émission. Il n'est pas tellement au Qatar, il est chez nous, et notre perception, tout à fait. À cause de l'économie, à cause de la diplomatie, à cause de ce qui est incontournable, comme Emmanuel et Georges le disent. Je sais bien, je suis pas naïf, je suis aussi j'ai été un homme d'affaires, et je sais qu'il faut de temps en temps fermer les yeux. Mais là, moi, je suis pas journaliste, je suis témoin, et j'ai assisté à des scènes qui sont inacceptables si l'on se dit démocrate. Donc maintenant, si on parle de réel politique, alors là, on est dans un autre monde. Oui, mais c'est toute la question aussi qui se pose. Emmanuel Razavi, le mot de la fin pour cette table ronde. Non, mais écoutez, moi, j'attends rien de particulier de la Coupe du Monde. Je pense que si on avait des velléités d'empêcher cette Coupe du Monde au Qatar, on aurait pu empêcher la Coupe du Monde dans beaucoup de pays, parce que je pense que les conditions d'obtention des Coupes du Monde en général sont assez... Georges parlait tout à l'heure de zones grises, se situent souvent dans des zones grises. Maintenant, si vous voulez, je pense qu'effectivement, à l'instar de ce que disait Jean-Pierre Marmonjoux, ils vont gérer dans l'ensemble, parce qu'ils ont l'habitude quand même. Moi, ayant passé quand même quelques années là-bas, j'ai vu que sur des grands événements, ils avaient l'habitude de gérer.
Et puis, ils sont très pragmatiques, ce qui veut dire qu'en fait, ils s'arrangent avec les réalités. Donc, alors, après, sur l'histoire des couples mariés ou des couples pas mariés, excusez-moi, qui ne peuvent pas dormir ensemble, c'est plus ou moins vrai aujourd'hui, même depuis des années. Enfin, je pense que Jean-Pierre peut en témoigner. Je pense qu'on a connu beaucoup de couples qui n'étaient pas mariés et qui pouvaient tranquillement aller à l'hôtel ou louer des appartements en fait à Doha. Donc, ils sont pas très regardants quand ce sont des Occidentaux. Je pense qu'ils sont très sévères plutôt lorsqu'il s'agit il fallait quand même un certificat. Hein. Ouais, enfin. Là, je mettrai un joker parce que moi, j'ai pas vu de certificat particulièrement, mais en l'occurrence, il fallait voir une chose, c'est ils sont toujours très sévères à l'égard en fait des gens de leur pays, c'est-à-dire des Qatariens. Voilà, éventuellement en fait des musulmans, mais pour le reste, de toute façon, ils sont assez pragmatiques. Ce qui va être très problématique pour eux, je pense effectivement, comme disait Georges, Jean-Pierre, je ne sais plus, c'est la gestion en fait des hooligans. Ça, ils savent pas. Ça, pour eux, c'est un problème et ils auront du mal à savoir gérer ça sans tomber, s'il y a des débordements, comme on a pu en voir parfois, même souvent, sans tomber en fait dans la violence, parce qu'ils ont une mentalité qui est ainsi. Moi, j'ai suivi dans le cadre de reportages beaucoup les forces et l'entraînement en fait des forces de police, y compris des unités en fait spéciales de la police en fait qatari. À la moindre tension, ils ont une consigne, c'est de rentrer dans le tas, de frapper, de taper, voire de tuer. D'accord. Donc ça risque d'être un vrai problème, je pense, qui concerne spécifiquement, donc, comme disait Georges, le hooliganisme à mon avis. Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup, merci à vous trois en tout cas pour cette table ronde. On partait de la Coupe du Monde au Qatar, mais finalement on a évoqué bien plus de choses sur ce pays qu'on connaît de trop mal en fait en France, pays de tous les paradoxes, pays d'influence, pays d'équilibre aussi, on l'a compris. Merci à vous Jean-Pierre Marron-Duju, je rappelle vos livres Captifs et incarcérés aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Merci à vous Emmanuel Razavi et votre livre Qatar, vérités interdites aux éditions de l'Artilleur, et puis Confession, grand reporter Confession au cœur des conflits aux éditions Bolt. Et merci à vous Georges Malbruno. Qatar, les secrets du coffre-fort, c'est votre livre avec Christian Chesneau, également Nos très chers émirs avec Christian Chesneau et aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup à vous trois. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.